posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susu ya benitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi nde fu basunga bato ya boye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugenie toujours pembeni ya baoyo bazali na badifficulté mpo na nyonso ekende malamu boye ezalaka. Pesa passage à nouveau dans le cadre de cet exercice de rédactabilité particulier, parce que nous vous faisons ce dimanche au soir. Nous vous dirons les raisons tout à l'heure, parce que nous venons d'ailleurs de revenir il y a quelques heures de Bunia, où nous avons accompagné la première ministre chef du gouvernement dans sa mission d'évaluation de l'état de siège, où elle était accompagnée non pas seulement de membres du gouvernement, mais aussi des députés et sénateurs, principalement membres de la commission défense et sécurité, où nous avons eu l'occasion d'échanger avec toutes les couches de population au sujet justement de l'état de siège. Mais avant de commencer cette édition du journal, cette édition plutôt du briefing, nous sommes dans la peine, parce que vous avez suivi ce matin les décès de la journaliste Jemima Mogo de la télévision nationale, mais aussi les décès d'une des nôtres. En tout cas, elle participait régulièrement à ces exercices de redevabilité, Madame Medine Lianza. Nous allons nous tenir aux côtés de leur famille, Medine Biankunzu plutôt. Nous allons nous tenir aux côtés de leur famille pour exprimer notre solidarité. C'est ce que nous avions fait cet après-midi dès notre arrivée à l'hôpital du Cinquantenaire. Voilà pour cette page noire, et nous allons, comme dit tout à l'heure, nous tenir aux côtés de leurs familles respectives. Alors pour revenir au contenu du briefing de ce soir, comme je le disais, nous avons pendant 48 heures accompagné la première ministre chef du gouvernement dans les provinces sous état de siège, principalement les Nord Kivu et l'Ituri, où elle a eu l'occasion d'échanger avec toutes les couches sociales pour voir dans quelle mesure on peut donner suite à l'ordonnance présidentielle qui a été prise après la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Nous étions à Bunia et c'est là qu'elle a achevé sa tournée, bien avant que nous puissions écouter à ces sujets le vice-premier ministre qui était au cœur de l'action, parce que vous savez que c'est le ministre de l'Intérieur qui supervise toutes ces questions. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'ont été le premier mot de la première ministre chef du gouvernement à son arrivée dans la province du Nord Kivu. C'était vendredi dernier. Comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place, et donc c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Vice-Premier ministre d'avoir voulu vous associer à cet exercice de redevabilité. Je sais que vous êtes parti. Demain, vous devez prendre l'avion pour Kalemi où vous organisez la conférence des gouverneurs, mais comme il est de coutume, nous avons tenu à faire cet exercice pour que vous puissiez fixer le cadre des discussions qui ont entouré cette évaluation de l'état de siège. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà, pourquoi la de s'y rendre avec une si forte délégation, non seulement du gouvernement, mais des députés nationaux et des sénateurs, pour voir comment mettre en œuvre l'ordonnance présidentielle. Alors, merci à vous pour l'invitation, nous donner cette occasion de nous exprimer et d'éclairer davantage l'opinion de nos concitoyens. Mes condoléances aussi à la corporation de la presse pour les deux illustres personnes qui nous ont quittés. Ce voyage est la suite d'une instruction que le président de la République avait faite à son Excellence Madame le Premier ministre chef du gouvernement au cours de la 17e réunion du Conseil des ministres. Et elle a son fondement dans le fait que les zones concernées par l'état de siège
la province du Nord Kivu se trouve encore dans une zone d'opération militaire. La province du Nord de l'Ituri aussi, malheureusement, se trouve aussi dans des activités opérationnelles avec la gestion des groupes tels que Codeco et Zaïre, mais aussi ADEF. Donc il faut se rappeler que c'était au cours du premier mandat, l'année passée, au lendemain de la table ronde qui avait convoquée par le président de la République, qui avait pour objectif d'évaluer l'état de siège, il avait été pris un certain nombre de recommandations au travers d'une ordonnance prise par le président de la République. Si je ne me trompe pas, c'était en août 2023. Il s'en est suivi par la suite principalement le processus électoral qui n'a pas permis dans la pratique la mise en application de toutes ces recommandations. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation de la situation sur terrain pour se rassurer le gouvernement, que le gouvernement puisse rassurer le président de la République de la nécessité, de la manière par laquelle il devait aussi voir comment faire évoluer les allègements au niveau des mesures prises par l'état de siège. Ici, il faut aussi considérer le débat que le gouvernement a tous les 15 jours au niveau de l'Assemblée nationale pour proroger l'état de siège. L'assentiment aussi au niveau de ces deux provinces à travers les différentes forces vives qui arrivent aussi à s'exprimer et qui envoient des signaux divers au niveau des institutions, du gouvernement, du président de la République. Donc toute cette situation en termes de responsabilité a nécessité que Madame le Premier ministre descende sur les lieux. Et elle est descendue accompagnée d'une forte délégation extrêmement représentative, c'est-à-dire des membres du gouvernement. Si je ne me trompe pas, il y en avait 7, des ministères sectoriels concernés par la question, des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, principalement représentant la commission défense et sécurité, mais aussi d'autres commissions et sous-commissions concernés par la problématique, et des collaborateurs du président de la République, c'est-à-dire membres de son cabinet. Et cette mission est descendue dans les deux provinces et a pris le temps de rencontrer non seulement les responsables, parce que ce soit à Goma ou à Bunia, les activités ont commencé par un conseil de sécurité provincial élargi qui a permis à son Excellence Madame le Premier ministre d'avoir une vue d'ensemble sécuritaire sur la situation de ces deux provinces. Et par la suite, il y a eu des rencontres avec les différentes forces vives, c'est-à-dire les députés provinciaux, la société civile, les associations religieuses, culturelles. Et nous avons eu des réunions jusqu'à 3h, 4h du matin, que ce soit à Goma le premier jour et à Bunia le deuxième jour. Nous avons laissé certains élus nationaux sur place pour qu'à leur niveau aussi ils puissent continuer leurs consultations. Et Madame la Première ministre va convoquer ici à Kinshasa assez rapidement une réunion de mise au point qui va nous permettre de rassembler toutes ces informations et au sortir de cela, elle fera un rapport détaillé au président de la République qui prendra les dispositions d'allègement nécessaires selon les provinces, selon les territoires. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous avons été dans le Nord Kivu, nous avons été dans l'Ituri. Dans les deux provinces, il y a l'état de siège évidemment, mais les réalités
réalités sont perçues différemment. On ne va pas anticiper sur ce que seront, en tout cas, ce que sera la réunion d'évaluation entre les députés et le gouvernement. Mais quelles sont les différences notables que vous avez pu noter, que ce soit dans le Nord Kivu ou dans l'Ituri, en fonction de l'état de siège? Ensuite, nous pourrons prendre les questions des professionnels de médias. Oui, bon, déjà, les situations sécuritaires sont assez différentes dans les deux provinces. Au Nord Kivu, nous sommes en guerre, agressés par un pays connu. C'est vrai que dans la partie nord, il y a aussi la réalité des ADF. Dans l'Ituri, c'est beaucoup plus des groupes locaux, Zaïre, Codeco, mais il y a aussi une présence déjà identifiée des ADF Nalou. Les appréhensions des communautés locales, des organisations locales sont assez différentes, et cela a été déjà, cette situation a été identifiée déjà au cours de la table ronde qui s'est tenue l'année passée ici à Kinshasa. Maintenant, il va falloir que la réunion de mise au point nous permette d'entrer dans les détails, parce Madame le Premier ministre a reçu un certain nombre de mémos de toutes ces délégations. Ce sont des mémos qu'il va falloir analyser, étudier dans les détails pour en sortir les informations les plus importantes qui permettront à ce que l'autorité puisse prendre une orientation sur les allègements et le processus qui va nous amener à sortir de cette situation d'exception. De toute évidence, au-delà des questions liées spécifiquement à l'état de siège ainsi que les mesures d'allègement envisagées, nous avons eu l'occasion de discuter aussi, en tout cas, de la mise en œuvre des mesures d'allègement, notamment fiscaux, accordés aux opérateurs économiques de ces secteurs, parce qu'il était aussi question de soulager de ce côté-là. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour les mots introductifs. À présent, nous allons commencer cet exercice de redevabilité avec des questions, notamment celle de M. Amédée Moirabou. Il sera suivi de M. Hugo Mabiala. On peut commencer par M. Hugo, parce qu'Amédée n'est pas dans la salle. Ah, voilà. Merci de la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le VPM, vous venez de cette itinérance avec la Première ministre, mais celle-ci, en tout cas cette dernière, elle tombe à un moment où il y a un vif débat dans le pays à ce qui concerne la révision ou les changements de la Constitution. Alors, certains milieux politiques pensent que cette itinérance a été dictée par le fait que le gouvernement voudrait, à l'issue des conclusions de cette itinérance, lever l'état des sièges pour enfin enclencher les processus de changement de la Constitution. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En deuxième lieu, Excellence, vous avez assisté, la Première ministre, à toutes les réunions avec les différentes couches de ces deux provinces. Est-ce que vous confirmez que tout le monde, en tout cas toutes les couches sociales du Sud Kivu, du Nord Kivu comme de l'Ituri, souhaitent la levée de l'état des sièges? Je terminerai par une question d'actualité. Le ministre de la Communication et Médias en a fait allusion au début de ce briefing. C'est notre consoeur Jemima qui a été tué par les Kuluna. Alors, Excellence, j'ai envie de vous poser cette question, savoir, puisque finalement, on voit comme si on commence à s'accommoder à ce phénomène Kuluna. Si bien qu'on ne voit aucune mesure efficace contre ce phénomène. Dernièrement, le gouvernement avait lancé l'opération Panthère Noire, mais on ne voit aucun résultat 5 mois après. Et voilà. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous manque pour éradiquer ce phénomène Kuluna? Voilà, merci. 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 Voilà, est-ce que l'initiative du gouvernement par rapport à l'évaluation, je préfère utiliser ce terme, à l'évaluation des mesures d'allègement de l'état de siège a une corrélation avec une initiative sur la révision ou
ou peut-être le changement de la Constitution, je vous dirais clairement non. Vous-même, vous avez fait état des spéculations. Et moi, j'aimerais ici souligner qu'il est déconseillé et même il faut éviter de gérer une nation, une république sur base des spéculations. Je crois que si nous tous, de la façon la plus objective, nous analysons ces deux problématiques, nous constaterons que depuis plusieurs mois, peut-être même années, elles ont fait l'état de débats, de questionnements, sans avoir une corrélation quelconque. Depuis que le président avait levé l'option de mettre en place l'état de siège dans ces deux provinces, il y a eu des réactions et des retours au fur et à mesure que le gouvernement se présente devant le Parlement pour sa prorogation, pour qu'on lève cette situation d'exception. Et cela se justifie. Le gouvernement Sama a eu plus d'une fois à descendre sur terrain pour évaluer, parce qu'il y avait un besoin de certains de nos concitoyens et de façon justifiée à ce qu'on puisse lever cet état d'exception qui en principe est mis en place pour une période de 3 mois. Donc il est tout à fait normal que le gouvernement, dans sa responsabilité, se pose cette problématique pour pouvoir permettre à nos concitoyens de ces contrées de vivre dans les conditions constitutionnelles normales. Donc aucune corrélation. Maintenant, on doit aussi arriver à se souvenir que de la façon la plus innocente possible et sans arrière-pensée, au niveau de notre classe politique et même de notre société civile, plusieurs personnes se sont prononcées à plusieurs moments différents, sans aucune interprétation quelconque, sur la nécessité de voir certaines dispositions de notre Constitution révisées. Et je crois que cela est légitime. Je ne voudrais pas ici revenir sur les détails. Donc la problématique de revoir certaines dispositions de notre Constitution, elle se pose et elle s'est posée et on en a parlé avant les élections, après les élections. Lorsque nous faisons tous ensemble ici la critique sur notre système électoral, ça nécessite certains changements. Lorsque nous faisons la critique sur la décentralisation, ça nécessite aussi à toucher la Constitution. Donc, sincèrement, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le gouvernement de la République, il n'y a aucune corrélation. Mais il y a des besoins. Il y a des appels de notre population qui nous interpellent et qui nous appellent, nous, le gouvernement, à nous pencher sur ces questions. L'évaluation de cette situation d'exception sur laquelle ces deux provinces sont organisées aujourd'hui, il faut qu'on évalue, il faut qu'on arrive à voir comment leur permettre de retrouver une vie constitutionnelle normale et le besoin de réformer pour améliorer le fonctionnement et la gestion de notre pays. Donc, en toute sincérité, voilà la façon dans laquelle la chose se présente. VPM, oui, allez-y, avant que vous ne puissiez continuer, VPM, permettez que je puisse sur cette question vous lire ce que le président de la République nous a dit au Conseil de ministres du 11 octobre. Le 11 octobre 2024, il n'était même pas encore question du meeting de Kisangani où le président de la République a parlé au sujet de la Constitution. Le président de la République demandait à la première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent assurer la scolarité des enfants et créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat en mettant en exergue les mesures d'assouplissement fiscal déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la 7e réunion du Conseil de ministres du 26 juillet 2024 de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Et un rapport était attendu à ces propos. Donc il n'y a vraiment pas de corrélation, comme le vice-premier ministre le disait tout à l'heure, entre ces sujets et la mission qui est dans l'ordre normal de choses suivant les orientations du président de la République que je venais de rappeler tout à l'heure. Vous pouvez continuer, oui, monsieur le vice-premier ministre.
Alors, concernant l'expression des différentes couches que nous avons rencontrées, je ne sais pas quelle est votre source, mais moi j'ai assisté à toutes les audiences. C'est vrai que nous allons prendre le temps d'analyser, de faire la réunion de mise au point pour analyser les différents mémos que nous avons reçus, mais je peux vous dire d'emblée de ce que moi j'ai auditionné. En assistant Madame le Premier ministre, j'ai auditionné des opinions de couches significatives, par exemple comme l'association des chefs coutumiers, qui ne sollicitent pas une levée immédiate de l'état de siège pour la simple et unique raison qu'elles estiment que leurs contrées sont des zones de guerre opérationnelle et que la situation sécuritaire de leur contrée ne devrait pas permettre à ce que du jour au lendemain on puisse sortir de cette situation d'exception qui donne le pouvoir à notre armée de la gestion de leur contrée. Donc l'information que vous avez sur cette question n'est pas juste, mais je nous demande à nous tous de patienter, que l'équipe qui va toiletter ces différents mémos qui ont été déposés puisse arriver à des conclusions, et je crois que ces conclusions seront rendues publiques. Il y aura un exercice effectivement de redevabilité tel que le ministre Mouyaya aime bien les organiser, parce que c'est ces exercices-là qui nous permettent d'être en face de notre opinion et de lui communiquer la réalité en termes de gestion de la chose publique. Alors, sur le phénomène Koulouna, aucun résultat, non, il n'y a pas aucun résultat. Les initiatives sont là. C'est un phénomène social qui touche à la justice, qui nécessite la mise en place, d'abord la prise de décision, et puis qui nécessite que ces décisions suivent un processus pour atteindre des résultats. Au-delà de cela, il faut arriver aussi à réaliser que aujourd'hui, dans la plupart des grandes villes du monde, que ce soit du monde du sud ou du nord de la planète Terre, la gestion du banditisme urbain est une problématique mondiale. Mais ici, en République démocratique du Congo, votre gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de gestion. Nous avons au niveau de la police nationale des directives dans les différentes grandes villes. Nous avons au niveau et de la police et de la justice un certain nombre d'initiatives avec des audiences foraines qui vont à un certain moment nous permettre de réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. Nous avons pris aussi des initiatives pour renforcer notre police nationale, pour lui permettre d'être beaucoup plus présente et active. Et tout cela, je crois que ça va nous permettre de mieux gérer. Mais il y a aussi d'autres initiatives prises par le gouvernement de la République dans d'autres secteurs, parce que c'est des faits sociaux qui ont amené à ce que notre jeunesse désœuvrée puisse se comporter de la sorte. Il y a un des piliers les plus importants de notre gouvernement qui va dans le sens de la création d'emplois. Il y a un autre pilier qui va dans l'éducation et l'encadrement de la jeunesse. Et toute cette politique va nous amener à réduire cette nuisibilité, à la gérer. Mais en attendant, on est tous ensemble en train de faire ce travail. Sur cette question spécifiquement, nous avons eu l'occasion d'aborder les sujets lorsque nous atterrissions en apprenant la nouvelle, en informant la Première ministre. Il y avait évidemment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice. Donc des enquêtes ont déjà été diligentées parce que ça s'est passé dans cet axe autour du camp Kokolo. Peut-être que le vice-premier ministre ne l'a pas rappelé, mais plusieurs fois il nous a dit en conseil qu'il y avait évidemment des mesures, notamment de chambres foraines. Au-delà du fait qu'il faut répondre à la problématique de l'emploi de jeunes et tout ce qu'il y a autour, mais tout ce qui constitue des actes de criminalité sont sévèrement sanctionnés, et on fait des chambres foraines justement pour montrer l'exemple de la dissuasion qui doit caractériser tous ceux qui pensent qu'ils peuvent agir par la violence de cette manière. Nous espérons que justement les enquêteurs qui sont déjà
en train de fouiner sur le sujet pour en mettre la main sur les auteurs de ces crimes et qui pourront répondre devant la loi. Effectivement, pour rajouter, la semaine passée, par exemple, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a organisé des bouclages dans différents quartiers. Du côté de Cité Mamambutu, la police a ramassé, et c'est des groupes organisés qu'on a ramassés, arrêtés, ils sont en détention. Ce matin, il y a eu malheureusement aussi un cas de violence et de mort d'homme à Limete. On a ramassé là-bas aussi ces malfrats qui ont commis ces actes. Donc la police est sur terrain et elle fait son travail. Peut-être que effectivement avec le concours du ministre Mouyaya, nous allons voir comment mieux vous informer aussi sur tout le travail sur terrain qui est en train d'être fait pour que vous compreniez qu'il y a une prise en charge au niveau du gouvernement. Voilà, merci beaucoup. On va prendre les questions de Hugo Mabiala et puis ce sera Prince Vaïro. Messieurs les ministres, ma question s'adresse au VPM. D'abord, je vais m'intéresser à la conférence des gouverneurs. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a... C'est une coïncidence que la question de la révision constitutionnelle soit relancée à la même période qu'il y aura conférence des gouverneurs, où tous les autorités des provinces seront là. Y aura-t-il un mot d'ordre ou c'est juste une coïncidence de calendrier? Deuxième question, c'est par rapport à la question des conseils municipaux. On a organisé des élections des conseils municipaux, mais on n'a pas organisé des élections des bourgmestres. Il se trouve une cohabitation bizarre entre les conseils municipaux élus et les bourgmestres qui sont là de fait. Vous êtes également expert électoral formé à l'EFEAC. Comment vous trouvez cette situation? N'est-ce pas une charge de trop pour l'État de payer des gens qui forcément n'auront pas un rôle important à jouer? Merci. Voilà, merci. Monsieur le vice-premier ministre, c'est un peu le briefing. On est un peu sorti du sujet de l'état de siège, mais je promets que nous y reviendrons. Je souhaiterais que les questions soient centralisées sur cette mission. Il n'y a pas de souci, coïncidence entre révision constitutionnelle et conférence des gouverneurs. La conférence des gouverneurs est instituée par la Constitution. Déjà pour vous dire que c'est notre Constitution, elle nous gère. Donc c'est une institution de la Constitution qui nécessite à ce que les gouverneurs de province soient réunis par le président de la République, qui est le président de la conférence des gouverneurs, au minimum 2 fois par an. Et de façon, ça s'organise de façon dans les différentes provinces. Et cette fois-ci, le choix a été fait sur la province du Tanganyika. Elle est organisée pour permettre à ce que le gouvernement national et les gouverneurs de province puissent se retrouver pour évaluer la gestion des provinces, pour renforcer aussi la gestion de ces provinces, parce que nous sommes dans un processus de décentralisation et c'est un exercice constitutionnel. Et ce n'est pas un exercice privé de partis politiques. Donc il y a un ordre du jour qui sera rendu public, il y a une thématique connue, et c'est sur base de cette thématique-là que le travail va se faire. Et la première raison de cette conférence qui va se tenir à Kalemi, c'est d'évaluer les décisions prises à la dernière conférence qui s'était tenue ici à Kinshasa en 2023. Donc je crois que l'initiative prise par le président de la République sur la révision de la Constitution, c'est une initiative légitime et louable, qui n'a pas besoin d'une politique cachée pour être mise en place. Le président de la République, selon ses pouvoirs constitutionnels, s'est exprimé devant son peuple publiquement sur cette question, et à chaque fois qu'il aura à poser un acte qui va lui permettre de la mise en place de cette initiative politique, il le fera de la façon
la plus légale et normale possible. La conférence des gouverneurs a un autre objectif qui n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle. Alors, concernant la cohabitation des conseillers communaux et des bourgmestres, c'est vrai. Encore une fois, et c'est pour cela que des réunions comme la conférence des gouverneurs a aussi son importance, parce qu'elle permet d'évaluer aussi le processus de la réforme sur la décentralisation. Notre processus électoral a prévu un certain nombre d'élections à la base, et notre démocratie aussi a voulu qu'elle puisse avoir une impulsion de la base. Et pour que cette démocratie puisse réellement avoir cette impulsion de la base, il faut qu'on ait nos élus au niveau de la base pour que chacun, à son niveau, puisse faire son travail. Malheureusement, au sortir de Saint-City, depuis que les élections s'organisent depuis 2006, la République démocratique du Congo n'a jamais su impulser et organiser des élections à la base. Cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que, au niveau de la CENI, et que le gouvernement qui accompagne la CENI dans le processus électoral, que ces élections s'organisent. C'est une première. C'est vrai que dans cette lancée, on a connu des difficultés, mais le plus important, c'est que nous sommes en train d'avancer. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui face à des élus qui sont dans des circonscriptions gérées par des personnes nommées que eux doivent élire. Et c'est le travail que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère de l'Intérieur, se rassurer que le plus rapidement possible, ces élections s'organisent, qui sont des élections prévues par le calendrier de la CENI, qui doivent être, que le calendrier doit être réaménagé, il sera réaménagé. Moi, je rassure tous les téléspectateurs que nous travaillons, je rassure surtout les conseils communaux que le ministère de l'Intérieur travaille de façon ardue pour que ces élections s'organisent. En attendant, nous nous sommes permis, selon nos prérogatives, de donner des instructions. Donner des instructions aux provinces et aux bourgmestres pour que, dans cette période-ci, avant l'organisation des élections, qu'il puisse y avoir un environnement de travail et de cohabitation qui permette à ce que les provinces prennent d'une certaine manière en charge ces conseillers communaux et que les bourgmestres nommés par nous puissent reconnaître la présence des élus du peuple que sont les conseillers communaux et qu'ensemble ils puissent mettre en place un environnement de travail au bénéfice de ces entités décentralisées et des habitants de ces entités décentralisées. C'est des situations qui arrivent en politique, qu'il faut savoir gérer. Nous sommes en train de les gérer. Le plus important, c'est que, en termes des avancées du processus électoral et de la décentralisation, la République démocratique du Congo fait des pas et avance. Alors, je peux me permettre un petit commentaire lorsque vous aviez dit tout à l'heure que si la conférence de gouverneurs s'est faisait par rapport à la question de la Constitution, au-delà du rappel qui a été fait par le vice-premier ministre ici, le président de la République l'avait promis, et d'ailleurs dans sa casquette d'antan de directeur de campagne, il pourra mieux le dire, qu'il allait faire l'itinérance dans toutes les 26 provinces de la RDC. Ce ne serait pas dévoiler un secret, mais le prochain conseil de ministres se tiendra à Kalemi, normalement. Nous avons eu un conseil de ministres à Kisangani et ce sera le cas dans toutes les 26 provinces. Ça nous permet non seulement de mieux suivre ou d'être présent aux côtés des compatriotes de cette partie du pays avec le président de la République, mais c'est aussi un moyen de montrer justement que l'action du gouvernement ne s'arrête pas qu'à Kinshasa, comme certains peuvent le penser, et que chaque fois que le gouvernement ou que le président de la République arrive dans une province, il déplace, comme j'aime parfois le dire, la capitale. Je pense que ça représente non pas seulement un moment de réconfort ou de considération pour les populations qui sont visitées, mais aussi les questions des développements, les questions des sports, les questions des jeunes, les questions des sécurités sont à ces occasions suivies de près par le commandant suprême lui-même. Et vous voyez, lorsque le commandant suprême est sur place, donc il y a toujours une plus grande attention au bénéfice des populations, justement. Et donc c'est dans cet ordre-là que nous travaillons, et c'est dans cet ordre qu'il faut situer la mission d'itinérance que le président de la République va effectuer à travers le pays, autant de fois qu'il le pourra. Je ne parle même pas du vice-premier ministre et de l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, entre guillemets, est dans ses prérogatives. Il y va toutes les semaines.
ou la Première ministre. Et donc il faut considérer que nous sommes plutôt dans une action dans le cadre du mandat du président de la République et du gouvernement. Et il faut surtout ne pas confondre la réflexion attendue sur la Constitution à une forme de campagne conférée pour la révision, pour le changement. Nous ne sommes pas du tout là. Nous sommes dans le cadre de l'exécution de notre mandat, mais que parallèlement, parce que vous-même, dans votre question, vous avez soulevé, alors on va payer des gens qui ne vont pas travailler. C'est ce que vous avez insinué. Mais justement, ce sera l'occasion, à travers ces réflexions, de nous poser la question par rapport à toutes ces questions de décentralisation, de déconcentration, où il y a effectivement des difficultés, où on a élu des gens mais qui ne sont pas encore installés. C'est une réflexion qui nous permettra d'aiguiller l'avenir. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire à ces sujets comme complément. On va passer le micro à Monsieur Patrick Lacoué pour ces questions. Il sera suivi par Monsieur Liévin de Zolo. Ah, Prince Maïro plutôt. Allez-y s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je voudrais revenir sur l'Ituri et le Nord Kivu. Vous avez été sur place, vous êtes imprégné de la situation sécuritaire. Et je voudrais justement savoir quelles sont les avancées que vous avez notées en ce qui concerne la restauration de la paix et de la sécurité dans ces coins du pays. Et comment évaluez-vous les opérations militaires menées sur place? Avancée sécuritaire, oui, bon, nous avons deux provinces, deux théâtres différents, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'avancées sécuritaires au niveau de la province de l'Ituri, même dans le débriefing que nous a fait le gouverneur de cette province, ça a été suffisamment observé et il a été d'ailleurs assez ouvert à cette initiative et à ce processus d'allègement du dispositif de l'état de siège. La province du Nord Kivu, malheureusement la situation n'est pas la même. Je crois que c'est assez visible. C'est assez visible pour tout œil qui sait voir. Maintenant, de ce côté-là, le gouvernement est sur différents tableaux diplomatiques, un tableau aussi militaire avec le renforcement de notre puissance de feu et organisationnelle. Et la mission que Madame le Premier ministre vient d'effectuer a permis aussi, à travers la rencontre des différentes couches qu'elle a pu recevoir, de rassembler un certain nombre d'informations. Et je suis convaincu que le rapport qui sera fait au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, va permettre à ce que, effectivement, là où il y a des difficultés, des dispositions utiles puissent être prises et que s'il faut arriver à prendre des décisions d'allègement, elles puissent considérer aussi toutes ces informations en termes du niveau de sécurité des différentes entités décentralisées. Voilà, merci. On va prendre la question de M. Patrick Lacoué. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le vice-premier ministre, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui a poussé la mission de la Première ministre? Est-ce qu'il y a eu, de la dernière évaluation de l'état de siège, quelque chose qui a fait que la Première ministre puisse vite aller prendre des nouvelles de ces points? Je suis désolé, la Première ministre n'est pas vite allée. Je vous ai rappelé tout à l'heure, dans le compte-rendu du Conseil des ministres du 11 octobre, ce que le président de la République nous a recommandé. Depuis l'ordonnance que le président de la République a prise, je crois que c'était le 23 octobre, sur les mesures modifiant l'ordonnance du 3 mai 2021 sur l'allègement de l'état de siège. Cette ordonnance n'a pas été pleinement mise en vigueur. Pourquoi? Parce qu'il y avait entre-temps les élections. Le président de la République a recommandé à la première de s'y rendre diligemment. Parce que la question de l'état de siège, c'est une question de la sécurité. Et que c'est une question qui ne relève pas, évidemment, le gouvernement en a l'initiative, mais dans une dynamique participative au regard justement de la conséquence que cela a sur les libertés et sur un certain nombre de choses, parce que l'état de siège est une mesure d'exception. C'est dans cet ordre-là, et parce que l'Assemblée nationale, vous suivez tous les 15 jours, renouvelle
l'état de siège, il était important, dans le cadre de la collaboration institutionnelle sur une question de cette nature, de se rendre sur place, écouter de manière transparente toutes les couches sociales. Lorsque j'ai dit toutes les couches sociales, ça veut dire que toutes les voix, que ce soit en Ituri, que ce soit dans le Nord Kivu, ont été entendues. Nous sommes revenus, la Première ministre réunira le comité pour faire le débrief de tout ce qui a été dit. Elle reverra le président de la République. En ce moment-là, d'autres mesures pourront être prises en fonction du rapport qui sera fait en tenant compte des spécificités de chacune des provinces. Et donc, il ne faut pas considérer que cela a été fait dans la précipitation. Cela a été fait parce que cela a été prévu dans l'ordre normal des choses. Allez-y. Oui, excusez-moi, monsieur le ministre. Vous n'avez pas terminé. Excusez-moi, monsieur le ministre, je peux quand même reformuler cela. Allez-y. Moi, j'ai très bien compris la question. Oui, je suis sur la première question. Monsieur le vice-premier ministre, est-ce qu'on peut avoir la dernière évaluation de cet état de siège avant la visite du Premier ministre? Juste un résumé succinct. La dernière évaluation a amené à ce que le président de la République convoque la table ronde où il a invité les forces vives de ces deux provinces ici à Kinshasa pour réfléchir pour lui donner les conclusions de ces évaluations. Et cela a donné comme résultat l'ordonnance prise par le président de la République sur les allègements, la requalification, je crois que c'était le terme utilisé à cette époque-là, de l'état de siège en août 2023. Ici, il faut arriver à considérer que nous sommes en train de gérer principalement une situation de sécurité, où dans une province, il y a une guerre déclarée, avec la présence d'une armée d'un pays étranger sur le sol congolais. C'est ce que nous sommes en train de gérer. Maintenant, en toute responsabilité, lorsque vous gérez une situation pareille, vous avez une évaluation qui date d'une année, vous avez des demandes et des réclamations au quotidien de certaines couches sociopolitiques de ces provinces qui sollicitent des avancées. Vous n'allez pas, sur base d'une évaluation qui date d'une année, prendre une décision politique sur une question sécuritaire aussi importante et sensible que celle-là. Et moi, je vous dis déjà, nous qui avons reçu et entendu ces différentes couches, la question, elle est extrêmement sensible et pertinente. Donc, d'une évaluation d'une année, on ne prend pas une décision sur une situation pareille. C'est un état de siège qui, il faut se le rappeler, a été pris avant la guerre, et la guerre a rattrapé cette situation d'exception. Donc c'est des conditions assez particulières. Il faut aussi qu'on arrive à analyser cette question de façon dépassionnée et avec beaucoup d'objectivité. Nous sommes dans une zone de guerre et il faut prendre maintenant la responsabilité et la décision de savoir comment nous allons gérer ces entités, ces provinces-là, sur base de quelles dispositions pour sécuriser ces populations-là. Alors ça nécessite un exercice, ça nécessite que le gouvernement se rassure, entende, écoute, rencontre ces populations-là, se rassure de la situation pour prendre des dispositions qui permettent une meilleure gestion, au-delà du fait qu'à distance déjà, il y a certaines décisions qui avaient été prises sur le plan économique, en termes d'allègements fiscaux et pour rassurer aussi les questions de scolarité. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions ultimes sur le plan sécuritaire, je crois qu'il est tout à fait responsable de descendre sur terrain pour se rassurer de la situation. Nous ne sommes pas le premier pays qui connaisse de telles situations, ça s'est fait dans d'autres pays. Rappelez-vous de la France qui a décrété au cours de la Deuxième Guerre mondiale l'état de siège. Renseignez-vous comment cet état de siège a été géré et à quel moment, en toute responsabilité, ils ont pris la décision de lever l'état de siège. Donc, si demain, le gouvernement de la République prend une décision, blanc ou noir, soyez convaincus que la critique, elle sera là et elle sera très forte. Donc, laissez et permettez que le président de la République puisse engager de façon responsable son gouvernement pour qu'une décision responsable soit prise. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Monsieur le vice-premier ministre,
est-ce qu'il y a des mises en place prévues au sein de la police? Mise en place prévue au sein de la police. Oui, la police nationale. Pourquoi la question, c'est que avez-vous récemment fait des évaluations sur, l'inspection générale de la police, et puis 2, sur les différents chefs de police des provinces qui sont en place? Est-ce que vous avez fait des évaluations pour prévoir des mises en place? Au niveau du ministère de l'Intérieur, l'évaluation des différents services que nous avons, nous le faisons au quotidien. Nous le faisons au quotidien. Ça, je peux vous le rassurer. Les perspectives de mise en place dans des domaines comme celui, par exemple, de la police, elles sont aussi assez permanentes parce qu'on les évalue au quotidien. Moi, j'ai hérité de mon prédécesseur aussi cette initiative-là qui apparaissait comme une nécessité. Et je crois que des instructions que j'ai reçues aussi de la hiérarchie, ça va nous amener très prochainement à organiser et réorganiser ce service pour mieux sécuriser davantage nos concitoyens. Voilà, merci. On va prendre rapidement les questions de Prince Maïro, puis ce sera Madame Joséphine Mawete. On prendra la série de dernières questions pour terminer cet exercice. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le VPM de l'Intérieur, durant cette mission d'évaluation à Goma, il y a ces mots qui est revenu, les mesures d'atténuation. Et la Première ministre en a même parlé dès le début ici. De quoi s'agit-il concrètement? Quelles sont ces mesures-là? Excellence Mouya a déjà parlé des mesures fiscales, mais vous pouvez nous en dire plus. Et pendant combien de temps vont-elles s'appliquer? L'autre question, c'est pour le ministre de la Communication. Excellence, c'est une observation de la part de la communauté des personnes sourdes, qui sont des personnes vivant avec handicap en RDC. Elles se disent abandonnées. Elles disent qu'il n'y a pas de changement de narratif dans leur secteur. Elles veulent bien suivre les briefings en direct, mais il n'y a pas d'interprète en langue des signes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci pour l'observation. Nous avions déjà commencé des conversations à ces propos avec la ministre déléguée, Irène Sambo. Nous allons la relancer pour nous assurer que ce qui s'est fait déjà pour le journal de la télévision nationale, se passe pas seulement pour le briefing, mais que ça se fasse aussi pour toutes les grandes émissions, parce que nous avons besoin de cette inclusion. Et vous savez qu'avec le président de la République, on a fait des pas majeurs pour ce qui concerne la situation de personnes vivant avec handicap, notamment la loi et d'autres d'ailleurs mesures qui vont avec. Et donc nous aurons l'occasion de le faire, d'autant plus que le 3 décembre prochain, la ministre déléguée l'a annoncé au dernier Conseil de ministres, c'est la journée consacrée aux personnes vivant avec handicap. Nous nous assurerons que nous donnons la visibilité qu'il faut à cette activité et qu'ils puissent eux aussi, comme nous tous, avoir accès à l'information. Merci de le rappeler. Voilà, en termes de mesures d'atténuation, oui, effectivement, il y a les mesures économiques et sociales prises par le gouvernement lors je crois que c'était au 11e Conseil des ministres, si je ne me trompe pas. Et il y a des mesures politiques et judiciaires. Les mesures judiciaires avaient été prises par l'ordonnance du président de la République. Il a été demandé à la mission de Madame le Premier ministre de les évaluer, de savoir si les juridictions civiles ont repris leurs prérogatives dans les différentes juridictions, ce qui a été acté d'une certaine manière. Il y a les mesures politiques, c'est la gestion des entités par une administration civile. Parce que jusqu'à présent, l'administration policière et militaire est restée en place. Et c'est ce que nous avons évalué au cours des différents échanges. Maintenant, il y a eu d'autres demandes. Il y a eu d'autres demandes qui ont été faites par certaines couches à travers certains échanges. C'est par exemple la situation des assemblées provinciales. Des affaires étrangères du Rwanda qui est arrivé au sol congolais. Et cela avait carrément créé plusieurs débats sur la toile. Est-ce que la RDC, sur le plan sécuritaire, est en train de mettre de pont pour la négociation avec le Rwanda en ce moment? Bon, je crois que sur cette question, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas oublier que nous sommes effectivement en discussion avec les Rwandais.
Je crois que demain, notre collègue des Affaires étrangères se rendra à Luanda dans le cadre de pourparlers qui s'y déroulent. Et dans les cadres de ces pourparlers, il y a des activités qui étaient prévues, notamment l'installation des officiers dans les cas de mécanismes conjoints des vérifications. Je pense qu'il doit y avoir 3 Congolais, 3 Rwandais et 18 Angolais, et que l'activité qui s'est passée à Goma s'inscrivait justement dans le cadre de ce qui est prévu par rapport au Luanda. Donc, je ne pense pas que c'est une question qui suscite, c'est un sujet qui suscite des questions particulières. Et même s'il y a des questions, nous avons déjà prévu d'organiser avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le moment venu, un briefing où elle reviendra sur les différentes évolutions des discussions qui se font autour du médiateur angolais. Vous serez évidemment invité, vous aurez l'occasion de reposer la question. Voilà, donc en ce qui me concerne, par rapport à la sécurisation de la ville de Kinshasa, madame, je l'ai dit ici tout à l'heure, nous avons un certain nombre d'initiatives, mais je vais revenir sur... Je vais revenir sur l'une des plus importantes. Na niveau du ministère Nabiso, na ba réunion to salarana commandement de la police nationale congolaise, nous avons mis en place un plan opérationnel. Et on a outil koloba que la police est sur terrain pe azo kangabatu. Semaine passée, nakanisi bandeko bavandaka na Mongafula na côté à quartier à Matadimayo, maman mutu ba monaki bouclage yo police à Salaki, kendaki na bazamba kuna musika kokanga bakuluna obaza en bande organisée. En bande organisée, ba enquête pe ezali ko salama parce que ba information ya moins importante ezoma ki au cours ya bouclage wana pe ba bouclage ezo continuer. Nakanisi avant-hier ezalaki côté à Yolo bouclage salamaki nangalie mape ba bouclage ezalaki week-end oyo lelo na tongo na limité pe bakangi groupe bakuluna oyo malheureusement bayaki ko bomande kona biso moko. Donc police azo sala musala nae. Alors en ce qui concerne la visite du ministre rwandais, tel que l'a dit le collègue Mouyaya, il y a aussi le processus de Luanda, qui est un processus qui gère sur le volet diplomatique le conflit que nous avons, la guerre que nous subissons au niveau de la province du Nord Kivu. Polémique, il y a une polémique qui a eu autour de cette visite, mais bon, dans toutes les guerres, à un moment où un processus diplomatique est organisé, il y a des rencontres. Rencontre on a payé avec mes collègues Nabiso, la ministre des Affaires étrangères était sur place à Goma. Elle a délégué le gouverneur de province pour faire entrer la partie rwandaise sur le sol congolais parce qu'il y avait une réunion et c'était le minimum protocolaire qui pouvait se faire pour que cette réunion se tienne. C'est une réunion qui va déboucher sur l'observation, la mise en place d'un mécanisme d'observation du processus de l'initiative de trêve militaire qui a été instauré par le processus de Luanda. Voilà. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, on va prendre les questions qui suivent en série et nous répondrons en une fois pour toutes. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Patrick. C'est Dostin Luang et Jean de Doseko. Ma question, je la pose au VPM de l'Intérieur. Ça fait belle lurette que le gouvernement a décrété l'état de siège. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire, parce que l'administration fiscale fonctionne correctement, pouvez-vous nous dire combien ces provinces ont mobilisé et comment les recettes ont été allouées? Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, on parle évaluation de l'état de siège à Ituri au Nord Kivu. Vous allez m'excuser, nous journalistes, des fois on aime tabler sur les chiffres. Combien de localités on a déjà récupérées entre les mains de l'ennemi? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la question, pour la parole plutôt. La première question est celle s'adresse au VPM de l'Intérieur. Au dernier Conseil des ministres, vous avez fait adopter les projets de loi portant programmation de la réforme de la police nationale congolaise. Pourrions-nous espérer que sa mise en œuvre va permettre la modernisation de notre police? La deuxième question,
c'est celle de savoir que nous ne sentons pas l'efficacité de l'IGPNC, l'inspection générale de la police. Depuis votre intronisation à ce poste du VPM à l'intérieur, est-ce que nous pourrions au moins espérer dans l'avenir voir réellement l'efficacité de cette structure de l'inspection générale de la police sur terrain? Merci. Dernière question. Oui, merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre, mais la question que je voulais poser vient d'être balayée, mais je voulais quand même revenir sur la situation que l'UDPS du Tshisekedi est en train de traverser. Et pour le moment, on parle d'état de siège, s'il vous plaît. Permettez que l'on ne glisse pas sur le terrain des questions politiques. Le vice-premier ministre est ici à ce titre-là, d'ailleurs, vice-premier ministre. Avant que le vice-premier ministre ne prenne la parole pour répondre aux questions, je voudrais, en réagissant, Monsieur Dostin, nous sommes partis faire l'évaluation, évidemment, de l'état de siège. Nous avons eu les rapports des différents gouverneurs sur tous les plans. Alors, le vice-premier ministre, il a sûrement des éléments, mais ne demandez pas au vice-premier ministre de venir vous faire le rapport chiffré de tel budget, de tel autre, de tel autre. Aujourd'hui, il y a évidemment des discussions, des provinces qui ne fonctionnent pas telles qu'elles devraient fonctionner par les passés, parce que les assemblées nationales sont paralysées, il n'y a pas de gouvernement provincial, plutôt un gouvernement d'état de siège qui travaille d'une certaine manière, mais globalement, dans ce qui est dit, on a vu qu'il y a des projets qui sont exécutés, on a vu des choses qui sont faites, mais la mission principale de ces gouvernements d'état de siège, c'est la question sécuritaire. Et je pense que ce serait plutôt souhaitable que, s'il y a des aspects particuliers de ce type, peut-être que les ministres, les gouverneurs habilités pourront, le moment venu, communiquer de manière détaillée. Mais ici, il faut qu'on reste sur le grand principe, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a aussi la charge de regarder tout ce qui se passe dans les autres 26 provinces. Ici, nous sommes partis, Martin Moudimbi, nous sommes partis dans le contexte du suivi de ce que le président de la République avait recommandé en Conseil. Il y a évidemment, le vice-premier ministre l'a dit, la question du front diplomatique qu'on a abordé ici. Il existe une question de front militaire. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on mêle un peu tous ces sujets au risque de ne pas percevoir la pertinence de la démarche dans laquelle nous sommes partis. Donc je voulais recentrer un peu les esprits à ce stade de nos échanges pour que le vice-premier ministre puisse davantage éclairer l'opinion de ceux qui nous suivent. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Alors, sur la mobilisation des fonds, je crois que le ministre Mouya vient de vous donner un peu un aperçu de réponse. Moi, je n'ai pas les détails et je crois que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas aussi mon rôle principal, mais retenez que, par exemple, en ce qui concerne la province du Nord Kivu, elle est amputée de plusieurs zones ou localités qui faisaient l'objet d'un bon nombre de ses ressources financières. Mais c'est vrai qu'au-delà de cela, il est assez visible de voir que certains travaux d'aménagement, et ça nous l'avons reçu lors des différents rapports que les gouverneurs nous font, que ce soit dans le nord ou la province, le nord Kivu, ou la province de l'Ituri, il y a certains travaux d'aménagement qui se font par rapport à cela. Cette évaluation que la mission a faite, effectivement, va permettre, à travers toutes les données reçues, va permettre au gouvernement d'avoir une vue d'ensemble plus claire sur toutes ces questions. Et je crois que ça va aussi édifier ou permettre à l'autorité de prendre des décisions sur la façon dont les choses seront réorganisées par rapport à l'allègement des mesures de l'état de siège. Alors, combien de localités récupérées? Au niveau de la province de l'Ituri, il nous a fait état de 4 territoires sur 6. Oui, c'est-à-dire les forces négatives ont été vraiment réduites dans leur mouvement ou dans leur action d'insécuriser nos populations. C'est comme ça que je vous disais tout à l'heure que sur cette province, le gestionnaire même de l'état de siège a été ouvert à l'initiative d'alléger les mesures de l'état de siège.
ce qui n'est malheureusement pas le cas dans la province du Nord Kivu, et je crois que nous tous nous sommes en train de suivre cette situation et on travaille pour qu'il y ait des évolutions. Alors, la loi que nous avons fait passer au dernier Conseil des ministres, effectivement, est une loi d'espoir, parce que c'est à travers cette loi-là que le ministère de l'Intérieur va pouvoir gérer, diriger cette initiative de réforme de la police. C'est à travers cette loi-là que nous allons mettre en place notre politique de recrutement, parce qu'il y a effectivement un besoin de recrutement au niveau de la police nationale. C'est à travers cette loi-là que nous allons mettre en place notre politique du besoin en termes de matériel, même si je crois que vous le constatez, il faut en parler. Il y a déjà un certain nombre d'actes qui sont posés pour permettre à la police de travailler dans des meilleures conditions. C'est à travers cette loi-là que nous allons améliorer les conditions de travail de notre police pour lui permettre de mieux fonctionner, et même sa réorganisation, parce que la réforme de la police vise aussi la réorganisation de cette institution qui a pour rôle de sécuriser notre population et son territoire. Alors, vous avez parlé de l'inspection générale de la police, mais je ne sais pas si avant ou quand est-ce que la dernière fois que vous avez fait état de sanctions au sein de la police nationale. Aujourd'hui, je crois que les Congolais, les Kinois ont vu la police s'auto-sanctionner. Aujourd'hui, on voit au niveau de la police, même dans les audiences foraines, des arrestations et des condamnations des éléments de la police qui posent des actes répréhensibles. Et tout ça, c'est cette impulsion que nous mettons, que le ministère de l'Intérieur met et fait pression sur cette institution de l'inspection pour qu'elle joue réellement son rôle. Elle est en train de le jouer. Nous sommes en train aussi de les évaluer au jour le jour, et je crois que c'est ça, cette discipline et le rôle qui est celui de l'inspection, qui va faire en sorte à ce que nous ayons une police qui sert mieux ses concitoyens. Hier, il était difficile de voir un commissaire provincial, un commandant d'une unité de police aussi importante être sanctionné. Et aujourd'hui, c'est possible et ça va continuer à se faire. Les 3 policiers qui ont malheureusement malmené l'honorable Délice Sangha, ils sont recherchés, ils sont en fuite. Peut-être parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Mais ils sont recherchés par la police, ils sont en fuite. Et il y en a d'autres. Et c'est cette impulsion que nous mettons, nous, au niveau du ministère, sur l'inspection, pour qu'elle joue son rôle, que la police nationale puisse arriver à avoir ce mécanisme et cette pratique de s'auto-sanctionner, s'auto-censurer, pour qu'elle soit une police exemplaire. Il y avait une question sur l'UDPS, on ne vous a pas permis de la poser. Comprenez qu'aujourd'hui je suis membre du gouvernement et il y a une certaine distance vu les dispositions constitutionnelles. Donc on trouvera un autre cadre pour parler de notre cher parti. Merci. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, on va terminer cet exercice. Nous savons que vous allez dès demain à Kalemi, mais on a vu, Monsieur le Vice-Premier ministre, des documents circuler, vous attribuant 150 membres de votre cabinet qui vous accompagnent à Kalemi. Oui, bon, ça, ce sont les effets des réseaux sociaux qui permettent à ce que on vous s'arrache, à vous les professionnels de la communication, le rôle d'informer l'opinion. Je l'ai dit tout à l'heure que la conférence des gouverneurs est instituée par notre Constitution. C'est une institution qui concerne son président, le président de la conférence des gouverneurs, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement, le Premier ministre, le gouvernement à travers certains ministères sectoriels, dont principalement le ministre de l'Intérieur et les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et elle s'organise sous la responsabilité en termes de secrétariat exécutif à travers le ministère de l'Intérieur. C'est ce qui nous a donné le devoir et la responsabilité d'organiser les experts
des 26 provinces. Si je ne me trompe pas, c'est 4 par province. Les experts des différentes institutions que je viens de citer, Présidence de la République, primature, ministère sectoriel, à aller au lieu de réunion qui est Kalemi. Et c'est comme ça qu'il y a une liste de 150, 160 personnes qui sont les experts qui vont accompagner les différentes institutions à faire en sorte à ce que cette réunion s'organise dans les conditions requises et donne les résultats requis. Donc, la liste que vous voyez sur cet ordre de mission qui est signé par moi n'est pas la liste de mon cabinet. Bon, il est malheureux que certaines personnes en ont voulu faire une actualité pour distraire nos concitoyens, mais ça n'a rien à voir avec mon cabinet qui n'a pas cette taille. Mais encore, je peux vous informer, le ministre Mouya le sait, on nous a rappelé et on nous interpelle souvent sur l'organisation des missions des membres du gouvernement, et chacun de nous avons un quota réglementaire sur nos missions qui n'arrivent jamais à 20 personnes selon le cabinet, même moins de 20, même pas à 15, peut-être Madame le Premier ministre qui elle a des responsabilités particulières. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, on va terminer. Je voudrais que vous puissiez conclure en 2 volets. Qu'est-ce que nous retenons de la mission de l'état de siège que la Première ministre a effectuée? Quelles sont les étapes qui suivront par rapport à cette population qui veut la paix, qui veut la sécurité? Dans un deuxième volet, je souhaiterais que Tobeta Sete na Lingala, parce que ezaba question ezo lobama mingi makambo etali bakuluna. Tozana besoin penza olimbolé la biso stratégie ils a mise en place au betaki masola ba bouclage, est-ce que ba patrouille na butu ezalaka ba mesure nini bozozwa pour eza question oyo batu baza kolandela mingi o batu baza na ba inquiétude mingi yo moko po lobi baka oyo tozo déplorer na RTNC ou to déplorer ki lelo na limité ndenge lobaki awa. Est-ce que ba congolais o ba olando na pokwa lelo bakoki kozala rassurer que musala ezo salama pour que bakulu na nyonso bazala traquer bisika nyonso bazali na Kinshasa pe na Congo mobimba posa ministre ya intérieur ya makambo etali Congo mobimba. Effectivement. Donc sur l'état de siège, je peux rassurer nos concitoyens, vos téléspectateurs que nous avançons. Nous avançons, nous sommes en train d'avancer par rapport aux préoccupations et des provinces et surtout des représentations du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui il est visible à chaque fois qu'il y a sollicitation de prorogation, un débat de fond et houleux a lieu dans ces hémicycles. Nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous travaillons sur ce dossier depuis que nous sommes au gouvernement, parce qu'il y a cette nécessité de gérer cette situation d'exception qu'organise notre Constitution. Et il était important, et on a pu aujourd'hui avoir cette mission gouvernementale dirigée par Madame le Premier ministre, qui a un rapport à faire à l'autorité, qui va amener à ce que dans les prochains jours, une décision soit prise sur les mesures d'allègement qui vont permettre à nos concitoyens de ces 2 provinces de voir leur mode d'organisation politico-administrative être plus assoupli au-delà de la situation sécuritaire que traversent ces 2 provinces, et je crois que c'est au bénéfice de la République. Donc nous allons continuer à faire ce travail pour répondre aux préoccupations de ces populations, tout en tenant compte du fait qu'il se vit dans ces 2 provinces des situations sécuritaires particulières. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais insister encore une fois que ce sont des questions qu'il faut arriver à analyser et à gérer avec objectivité et sans passion. Et c'est le travail que votre gouvernement est en train de faire, et c'est pour ça que cette mission était importante. Et aujourd'hui qu'on a fini cette mission et qu'on va faire un rapport, cela va nous permettre en toute responsabilité à ce que le président de la République prenne des dispositions au bénéfice de nos populations. Alors, Nalikambo Yabakuluna, Ngana Linkolo Baboui,
ezala pona bandeko ya Kinshasa pe ba ville misusu parce que par rapport au biso tozwaka sur le plan sécuritaire na niveau ya ministère tozwaka par rapport journalier, il y a des situations, il y a ba cité, ba ville na ba village na biso nyoso. En ce qui concerne ba ville, lokola Kisasa, Matadi, Lumumbashi, Mbandaka, Goma, Bukavu, Bunia, banditisme urbain ezali wana ezali présent. Biso na niveau ya ministère tozali kosala musala po ete police na biso azala na makoki pe azala na ba instruction nécessaire o e ko permettre ye asala musala po asilisa phénomène wana. Nakanisi depuis que tozali awa bomoni un certain nombre d'initiatives oyo tozwaki pour tout ça en sorte à ce que police a ça la musala naie, police a ça la musala naie mon côté. Après la police, il y a la justice. Tout ça l'ipé musala na justice en termes d'initiative, il y a ba audience foraine. Vous allez rassurer, n'a qu'à si toko multiplier na niveau de communication pour être population na biso ayeba. Musala ni police azo sala, ba arrestation azo salama. Justice pe azo sala musala naie. Mais toko renforcer davantage musala ya police avec la nouvelle loi toko présenter kalamingité j'espère avant fin de session au niveau du parlement pour que le gouvernement de la République a pesa police nabiso makoki. Et c'est pour ça que tozo sala une série de réunions na niveau ya police pour que processus ya réforme ekende liboso toko renforcer capacité humaine ya police, capacité matérielle ya police, capacité organisationnelle ya police. Avec ça, on arrivera à mieux sécuriser nos populations et à réduire, même à éradiquer. À éradiquer parce que c'est notre objectif. Toko silisa phénomène wana. To sala qui peut ba initiative mususu vers ba concitoyens nabiso, ba famille nabiso pour que na niveau ya ba cité toko rappelle ko gérer situation on a parce que c'est principalement des situations de gestion de proximité. Kalamingite awa nakanisi soki touti kalemi toko lancer campagne ya mise en place ya ba comité de sécurité locaux. Oyo et bénéficier kalamingite de 2 arrêtés au ministère et intérieur ministère d'Abino et Outaki Kozwa oyo ezali ko organiser ba comité de sécurité locaux parce que nous avons estimé et c'est établi gestion il y a un phénomène d'insécurité ezali mieux géré soki na niveau local ba disposition na ba mécanisme ezali pris donc na niveau ba commune commissariat ba sous-commissariat na niveau ya ba commune ba quartier na ba rue. Nous allons mettre en place ce dispositif à travers toutes les provinces. Tozo lancé kalamingite itinérance nabiso il y a 26 provinces au-delà de ce que nous avons fait na ba thématique mususu mais na niveau il y a gestion il y a insécurité. C'est la mise en place, il y a des comités locaux de sécurité, où il y a des chefs de quartier, des bourgmestres, des gouverneurs pour la gestion. Il y a parce que phénomène, il y a des banditisme urbain, et il y a quartier de bazo insécurisé, bango il y a quartier. Alors, avec la mise en place, il y a des comités locaux de sécurité, yebani bango na bango. Ça va mettre en place aussi des mécanismes de gestion des mouvements des jeunes. À niveau, il y a un cercle socio-culturel. Et tout ce processus-là, au fur et à mesure, et je dis bien, je reviens sur ce terme, les processus, je passerai par le ministre de la Communication pour qu'avec vous, parce que les alipes initiative na processus et aussi une implication il y a sensibilisation communication toyeba ndengeni ensemble toko gérer toko silisa phénomène wana et la réorganisation la réforme à police autozo sala nous insistons aussi sur la police de proximité
Donc vous voyez qu'avec la police de proximité et les comités locaux de sécurité, tu peux gérer par avenue, par quartier, par commune, nabiso, mieux, et elles seront mieux sécurisées. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. Na au lobby, en tout cas, Torosenga na bata police, ba PSAP ba numéro de téléphone. En cas d'urgence, je crois que Zalaka, Torota la na télévision. Numéro de téléphone, c'est aussi toute une autre initiative, parce que le numéro de téléphone n'est pas la gestion de la. Nous sommes à niveau du ministère, nous avons une initiative et aussi la calamité et aussi la communication, c'est-à-dire que il faut un numéro vert, court, un vert court, soit 11 11 99. Ils ont une gestion technique assez particulière. D'ici peu, Torosil Salikamo. Oui, ils ont appelé à Ophélie. Voilà. Comme ça, au moni, sur le moni, il y a normal au Bengi. Bisolaire, tu as au la VPM na bandal, tu as na sifflé. Sur le qui nungu na sima, au sifflé, voisin a sifflé, bokimisi moibi. Je crois que nenge VPM a outi kolobawa, makambo etali kuluna. Kuluna zarane mo na chegete. Chegatambola. Mais kuluna mingi yango VPM alobaki awame. Nabite batne su balanda ki makambo etali ba chambre foraine. Ba kuluna lea bakanga bango za na baboti bakendaka. Parce que baza pe bana babimaka na bandako. Donc bino pe soki boyebi na ba quartier na bino. Mwana moko abimakawa aza kuluna sala ka makambo mobula sala makambo mabe bo dénoncer. Biso to travailler makasi na VPM l'air ba comité wana et kozala prêt to sala ba tourner na bino pona bano nyonso bazocha ba mobulu na ba balabala ba kangama ba juger bango ba ko taper boloko nde bongo to kota malembe biso nyonso to concourir na sécurité parce que sécurité ndenge mokonzi auti kolobawa ce n'est pas simplement une question ya police na ba konza mboka na sécurité ba tout nyonso bazalaka impliqué. Nao et au VPM alobaki sur l'état de siège. Je crois que la volonté ici est claire. Le président de la République, après la table ronde, avait déjà donné des indications. Batounios, je crois, à l'unanimité, ils avaient souhaité que, et ça de manière progressive. Parmi les mesures d'allègement, la mesure d'allègement dont le VPM a parlé ici, par allègement, ça veut simplement dire les retours progressifs des autorités civiles en fonction de la situation sécuritaire. Donc, pour faire court, je crois que Batufo Bakangango. Donc, Namiko Lezali Koya, président de la République, on vous a informé, peut retirer les conséquences pour la population na biso. Il y a Nord qui vous n'a na Ituri, Bakambo, Balubaki et Komaki à destination. Monsieur le vice-premier ministre, nous vous remercions. Peut-être que nous aurons l'occasion de nous revoir encore à l'Académie. Oui. Académie, on pourra faire aussi cet exercice de redevabilité. Merci pour l'invitation. Merci pour votre disponibilité. Les sujets sont importants et les peuples méritent d'être édifiés. Peut-être qu'on se reverra demain soir pour parler tourisme avec le ministre Didier Pambia qui commence sa semaine touristique à Kinshasa. Merci et bonne soirée chez vous. Posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susu abenitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi nde fu basunga bato aboye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugénie toujours pembeni ya baoyo bazali na badifficulté mpo na nyonso ekende malamu boye nde ezalaka pesa